On se retrouve pour ce deuxième exercice du sujet 2. Donc l'étude de l'intégrale de 0 à plus l'infini de ln de 1 plus t sur t racine de t. Voici l'exemple typique d'un problème d'intégrale généralisée sur les deux bornes. Puisqu'il est clair que cette intégrale n'est pas définie en 0, donc on ne peut pas la prolonger par continuité et assurer l'existence de l'intégrale en 0. Et puis on a une intégrale généralisée naturelle en plus l'infini. Donc si on est un petit peu rigoureux, on écrit que f de t égale ln de 1 plus t sur t fois racine de t. Elle est continue partout sur 0 ouvert plus l'infini. Et donc on a une étude à faire, une intégrale généralisée en 0. Donc étude en 0 et en plus l'infini. Donc quand on est dans ce genre de situation, évidemment, on utilise le fameux proverbe de Sun Tzu, diviser pour mieux régner, c'est-à-dire qu'on va séparer l'intégrale en deux afin de ne pas juxtaposer les problèmes. Donc c'est la raison pour laquelle on va commencer par poser L1, l'intégrale donc de 0 à 1 de ln de 1 plus t sur t racine de t dt, et faire l'étude de cette intégrale généralisée L1 donc en 0, là pour le coup, et montrer ici en l'occurrence qu'elle va converger. Bien sûr, je vais faire pareil après L2 de 1 à plus l'infini. Si les deux convergent, mon intégrale converge. Si une des deux diverge, il est évident que l'intégrale va diverger. Donc ici, lorsqu'on est en 0, le but de l'opération, c'est, bon, on a plusieurs façons de faire. Alors la première façon, évidemment, c'est d'essayer de déterminer la primitive de la fonction et de faire un calcul de limite. Mais bon, la primitive de ln de 1 plus t sur t racine de t, voilà, c'est pas évident. Peut-être par une intégration par partie, on peut trouver, mais c'est pas forcément évident. Donc par contre, il y a quelque chose qui marche bien, c'est la recherche d'équivalent en 0. Puisque bon, le numérateur ln de 1 plus t, on sait par un développement limité en 0, on sait que ça va être équivalent à t, donc on va pouvoir s'en sortir très facilement par un équivalent. Donc, allons-y, je vais donc écrire or ln de 1 plus t est équivalent au voisinage de 0 à t, donc je peux écrire que ma fonction f de t, donc ln de 1 plus t sur t racine de t, est équivalente au voisinage de 0 à t sur t racine de t, c'est-à-dire à 1 sur racine de t. Et puis voilà, c'est gagné. Encore faut-il avoir, bien entendu, une fonction dont l'intégrale de 0 à 1 va converger, mais c'est absolument le cas pour racine de t. Or, l'intégrale de 0 à 1 dt sur racine de t, elle converge parce que tout simplement ici, ben, je connais la primitive de 1 sur racine de t, donc c'est 2 racines de t entre 0 à 1 qui me donne 2, et donc on a la convergence de ma fonction équivalente, donc par un théorème, on a la convergence de mon intégrale L1, intégrale de 0 à 1, qui converge sans aucun problème. Passons maintenant au deuxième découpage. Donc je vais poser L2 qui est égal à l'intégrale de 1 à plus l'infini maintenant de ln de 1 plus t sur t racine de t dt. Et là, je vais essayer de savoir comment je vais pouvoir déterminer la convergence de cette intégrale. Bon, alors là, la recherche d'équivalent, évidemment, en plus l'infini, c'est toujours... c'est pas du tout le même problème, évidemment. Donc là, on va privilégier une méthode, en fait, qui est assez connue, c'est de multiplier cette fonction par une fonction puissance, un t à la puissance alpha, de façon à trouver une limite qui vaut 0 pour t puissance alpha fois f de t. Et donc si ça vaut 0, ça veut dire que je vais pouvoir surmajorer ma fonction f de t par 1 sur t alpha. Et pour peu que mon alpha soit plus grand que 1, j'aurai je trouve
plus mes mots, j'aurai une majoration par une fonction qui va converger grâce au fait que ce soit tout simplement une intégrale de Riemann. Donc l'idée ici pour ce genre d'exercice, et on va bien marcher, on voit bien que ça va marcher, hein, puisque j'ai du ln de 1 plus t sur du t racine de t. Donc je sais que je vais pouvoir trouver un t puissance alpha qui va faire en sorte que par croissance comparée, la limite va faire 0 en plus l'infini. Donc l'idée ici, ça va être tout d'abord de dire bien entendu que ln de 1 plus t, bon, au voisinage de plus l'infini, c'est équivalent à quoi? C'est équivalent à ln de t. Donc ma fonction f de t, elle est équivalente au voisinage de plus l'infini à ln de t sur t racine de t que je vais tout de suite écrire t à la puissance donc 3 demi. Voilà. Donc qu'on soit bien clair, partant de là, quelle est la technique? La technique, dans ce genre de situation, c'est de trouver, je vais rechercher un alpha qui va réaliser le fait que t puissance alpha fois ma fonction f de t va tendre vers 0. Voilà le but de cette technique, d'accord? Bien sûr, il va falloir trouver ce alpha doit être plus grand que 1. Pourquoi? Parce que si j'ai t puissance alpha fois f de t qui tend vers 0, cela va entraîner le fait de la surmajoration, hein, c'est-à-dire que f de t va donc être strictement inférieur, hein, doublement inférieur, à 1 sur t alpha. Voilà. Et s'agissant de fonctions qui sont positives ici sur l'intervalle 1 plus l'infini, si l'intégrale de 1 à plus l'infini de 1 sur t alpha converge, eh bien à ce moment-là, ça va m'entraîner la convergence par majoration de ma fonction f de t. Donc d'où l'importance de trouver un alpha plus grand que 1, bien entendu, pour faire jouer l'intégrale de Riemann. Donc voilà ici le cadre. Donc encore faut-il trouver un alpha tel que t alpha fois f de t tende vers 0. Donc quelle est ma fonction que j'ai épurée par équivalence ici? C'est ln de t fois t à la puissance 3 demi. Donc il faut que je multiplie cette fonction par un t puissance alpha, mais il ne faut pas que je prenne un alpha trop fort pour que, évidemment, le résultat tende vers 0. Donc si je prends t puissance 5, il est clair que t puissance 5 fois ln de t sur t puissance 3 demi ne va pas tendre vers 0 en plus l'infini. Donc il faut que je prenne un exposant qui soit assez fort pour venir arranger un petit peu le dénominateur, mais qui ne soit pas trop fort pour que j'ai quand même une convergence vers 0 en plus l'infini par le théorème des croissances comparées. Donc ici, il apparaît très facilement, bon, on va essayer, et en plus de ça, pardon, il faut en plus que mon alpha soit un peu plus grand que 1, hein, pour que mon intégrale de Riemann puisse converger. Donc le plus facile ici, c'est d'essayer juste un peu plus grand que 1. Donc je vais essayer 5 quarts ici, et 5 quarts va marcher, puisque si je fais t à la puissance 5 quarts multiplié par ma fonction ln de t sur t à la puissance 3 demi, eh bien qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne t à la puissance 5 quarts moins 3 demi fois ln de t. Et donc 5 quarts moins 6 quarts, je me retrouve avec t à la puissance moins 1 quart fois ln de t, qui est donc égal à ln de t sur t à la puissance 1 quart. Donc voilà, de cette façon, donc il faut que mon t puissance alpha, quand je le multiplie, en fait, vienne se simplifier avec la puissance de t qui est sous le ln, de façon à sauvegarder un exposant qui soit négatif, de façon à avoir le théorème des croissances comparées qui va pouvoir me donner la convergence de la fonction vers... Ah ouais, je me rends compte que là, voilà, je n'avais pas poussé ma caméra. Donc je répète, donc t puissance 5 quart fois ln de t sur t à la puissance 3 demi va donc donner t puissance 5 quart moins 3 demi ln de t, et donc qui me donne t moins 1 quart fois ln de t, donc égale ln de t
sur t puissance 1 quart. Or, ln de t sur t à la puissance 1 quart tend vers 0 en plus l'infini par le théorème des croissances comparées. Donc, qu'est-ce que je viens de trouver? Je viens de trouver donc un exposant alpha égale 5 quarts. Donc, conclusion, eh bien, j'ai t à la puissance 5 quarts fois, fois mon équivalent ln de t, parce que ce n'est pas tout à fait f de t, hein, mais c'est tout comme sur t puissance 3 demi qui tend vers 0 en plus l'infini. Donc, je peux écrire que ln de t sur t à la puissance 3 demi est doublement inférieur à 1 sur t à la puissance 5 quarts. Et donc, comme ces fonctions sont positives, hein, parce que je suis entre 0 et plus l'infini, je vais avoir le théorème de majoration qui va s'appliquer. Or, l'intégrale de 1 à plus l'infini de dt sur t à la puissance 5 quarts, eh bien, est-ce que je suis hors cadre ici? Ouais, limite. Voilà, je pousse un peu, je n'ai pas bien géré mon tableau. Cette intégrale converge, parce que c'est une intégrale de Riemann avec alpha égale 5 quarts supérieur à 1. Et donc, si elle converge, celle-ci converge. Et donc, ma fonction f de t converge. Et donc, j'ai mon L2 qui converge aussi. Donc voilà, L1 converge de 0 à 1, L2 converge de 1 à plus l'infini. Donc, toute mon intégrale converge entre 0 et plus l'infini. Voilà, je laisse le temps de fixer les choses, mais vous pouvez arrêter l'écran pour prendre cet élément de correction. Voilà, et puis on va continuer. Donc, où est-ce qu'on en est? On en est, eh bien, on a la convergence de la fonction. Et donc maintenant, on va étudier sa valeur. Puisqu'on est sûr que l'intégrale converge, ça veut dire que je vais pouvoir déployer tous les moyens dont je dispose pour calculer mes intégrales, y compris les intégrations par partie. Intégration par partie, dont j'ai besoin de savoir que l'intégrale converge avant de pouvoir l'utiliser. Et donc ici, c'est le cas. La consigne demande, donc là, ici, comment va-t-on calculer cette intégrale? Eh bien, on va faire une intégration par partie. Et ensuite, un changement de variable assez simple va nous donner la solution finale pour cette intégrale. Et ça va permettre de réviser un petit peu comment on pratique un changement de variable, ce qui, à mon avis, ne sera pas inutile. Je l'espère, en tout cas. Alors, donc, qu'est-ce qu'on va prendre ici pour faire mon IPP? Donc, l'intégration par partie, ici. Alors, de toute évidence, là, le choix est assez vite fait. Hein. Je sais que je vais pouvoir juste dériver ln de 1 plus t, parce que la primitive de ln de 1 plus t, bon, je ne la connais pas de façon spontanée comme ça. Et par contre, ici, je vois que 1 sur t fois racine de t, c'est t à la puissance 3 demi, donc je vais pouvoir trouver très facilement une primitive de cette fonction. Et donc, voilà mes choix. Donc, je vais prendre une fonction u' de t qui est égale à 1 sur t racine de t, qui est donc égale à 1 sur t à la puissance 3 demi. Et donc, ce qui va me donner une fonction u de t qui est égale tout simplement à moins 2 sur racine de t, la primitive de 1 sur t à la puissance 3 demi. Je vous laisse vérifier les petits calculs là, de dériver à l'envers pour voir que cette primitive est bien correcte. Et puis, bien entendu, pour ma fonction v de t, je vais choisir ln de 1 plus t. Et donc, ma dérivée va s'écrire tout simplement 1 sur 1 plus t. Voilà. J'exprime maintenant donc mon IPP. Donc, mon intégrale L va être égale au crochet. Les primitives vont me donner moins 2 ln de 1 plus t sur racine de t entre 0 et plus l'infini. Et puis ici, plus donc 2 que je sors de l'intégrale. Intégrale de 0 à plus l'infini de dt sur racine de t facteur de 1 plus t. Voilà. Je vais m'occuper maintenant du crochet. Il est clair que ce crochet est égal à 0.
Pourquoi? Eh bien, bon, en 0, évidemment, on a un problème de définition que l'on va régler aussi, et en plus l'infini, bon, bah, aussi. Alors, on va régler les deux bornes. Donc, qu'est-ce que je vais avoir? La limite, lorsque t tend vers plus l'infini de ln de 1 plus t sur racine de t, eh bien, ceci fait 0. Pourquoi? Car ln de 1 plus t est équivalent au voisinage de plus l'infini à ln de t, et ln de t sur racine de t tend vers 0 en plus l'infini par le théorème des croissances comparées. Donc voilà, pas de problème pour la borne en plus l'infini. Voilà, je justifie proprement tous les éléments. Et puis, pour ce qui est de la borne 0, j'ai aussi la limite lorsque t tend vers 0 plus de ln de 1 plus t sur racine de t qui est égale à 0. Eh bien, tout simplement car, par ici, développement limité, ln de 1 plus t est équivalent au voisinage de 0, cette fois-ci, à t. Et donc, t sur racine de t est équivalent au voisinage de 0 à racine de t, qui tend vers 0 lorsque t tend vers 0. Donc, tout mon crochet est bien égal à 0. Et je me retrouve donc avec ma fonction L, mon intégrale L, pardon, qui est égale à intégrale de 0 à plus l'infini de dt sur racine de t, facteur de 1 plus t. Voilà, il me reste donc une dernière étape pour calculer cette intégrale, un petit changement de variable, et ça va filer. Donc, je vais me faire un peu de place ici sur mon tableau. Pour la toute dernière étape de ce calcul, alors je vais me laisser ça sous les yeux. Voilà, donc j'ai L égale intégrale donc de 0 à plus l'infini de dt sur racine de t facteur de t plus 1. Voilà, alors le changement de variable, il est évident. On va poser t égale x au carré, donc ça permet de rappeler comment est-ce qu'on pratique proprement un changement de variable. Parce que j'ai remarqué dans les semaines de colle avec certains étudiants que, bon, des fois, il y avait des petits soucis d'interprétation de ce changement de variable. Donc, si dt égale x au carré, la première chose à dire, c'est donc de dire que dt, si t égale x au carré, c'est que dt égale 2x fois dx. D'accord? Ce qui me donne la valeur du dt, hein, parce que l'idée, c'est de changer tout ce qui est en t doit changer en x, et voilà, tout ce qui est en t doit changer en x. Donc, pour ce qui est des bornes, quand gt égale à 0, eh bien, ça va entraîner que x est aussi égal à 0, bien sûr. Et lorsque t tend vers plus l'infini, eh bien, ça veut dire qu'x au carré tend vers plus l'infini, et donc ça va entraîner que x tend aussi vers plus l'infini. Donc, j'ai strictement les mêmes bornes pour ce changement de variable. Donc, qu'est-ce que ça me donne? L, ça me donne donc l'intégrale de 0 à plus l'infini. Là, ce sont mes bornes en x. Mon dt, je le transforme en 2x fois dx, tout simplement. Et puis, ici, alors, que vaut racine de t? Eh bien, il est clair que si t égale à x au carré, eh bien, racine de t vaut x. Donc, j'ai x ici, et facteur de x au carré plus 1. Voilà, tout simplement. Donc j'ai une simplification évidente ici qui s'opère. Et donc ceci me donne... alors, pardon, L n'est pas tout à fait égal à ça. Il y a un 2 qui court que j'ai oublié ici depuis le début, parce que la fonction c'était... il y a un 2 que j'ai oublié dans mon intégrale. Donc ça me donne 2 fois 2, je vais avoir 4. Intégrale de 0 à plus l'infini de dx sur x au carré plus 1, et voilà, j'ai terminé. Donc, c'est-à-dire que c'est 4. On reconnaît bien sûr la primitive de 1 sur x carré qui est arctangente x.
que je vais capturer entre 0 et plus l'infini. Et donc, ce qui me donne ici 4 fois pi sur 2. Et donc, le résultat final, c'est que cette jolie intégrale L, elle est égale à 2pi. Voilà pour cette longue étude, mais finalement pas très compliquée, avec tout un panel de choses qu'on met en place pour déterminer d'abord dans un premier temps la nature de l'intégrale, et une fois qu'on a sa nature, qu'on sait qu'elle converge, et bien là on peut mettre en place sans réfléchir les techniques d'intégration par partie, de changement de variables. Je vous rappelle qu'ils ne sont pas légitimes si vous ne savez pas si l'intégrale converge. Ou alors il faut vérifier à chaque étape par un calcul de limite qu'on a bien le droit d'appliquer ces formules, et notamment le degré de liberté qu'on prend quand on met des crochets avec une borne plus l'infini, etc. Tout ceci, on a le droit de le faire que si on sait que l'intégrale converge. Voilà. Merci beaucoup, travaillez bien, bon courage, et puis à la prochaine. Tchuss.